Merci de nous choisir et vous avez raison de le faire encore. Le front militaire s'intensifie contre les incirconcis rwandais et leurs supplétifs dits M23. À Kinshasa, Jean-Luc Mélenchon, chez le président Félix Tshisekedi, alors qu'il dit être venu à Kinshasa pour une activité scientifique à la colline autrefois inspirée. Entre-temps, à l'Union sacrée, oui, les ténors, par voie interposée, se donnent de coups dans une sorte d'autoflagellation au détriment du candidat qu'ils ont adoubé il n'y a pas longtemps, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le regarde s'entre-déchirer. Il y en a qui veulent s'offrir la tête des bâtis au Sénat. À pratiquement un mois et quelques jours des élections, pour quel but, pour quel mobile, s'interrogent des gens. C'est déjà le début des guerres, des positionnements politiques au lendemain des élections pour pouvoir occuper la primature? Nous nous interrogeons, nous n'affirmons rien. Et puis, le contentieux s'est ouvert à la Cour constitutionnelle qui va être débarquée de la course. Nous en saurons un peu plus tard. Et puis, les YAC ou les AC réclament à court à cri le cessez-le-feu. Mais Kinshasa ne veut plus écouter. Même Kigali, il y en a qui disent Kigali, mais c'est Kigali, ne veut pas aussi écouter. Bref, quelle solution? On en parle dans ce numéro de Ça fait débat. Autour de la table, moins de politiques, mais il y a plus de politologues. Apuyi Bongunda, chercheur, politologue, Carlos Mupili, juriste, et plus acteur de la société civile. Mulumba Freddy Kabouaï, politologue, journaliste, écrivain, et Claude Sala, géopolitologue et chercheur aussi. Nous allons bien sûr ouvrir ce partage républicain avec M. Apuyi. M. Apuyi, on voit quand même que Jean-Luc Mélenchon est à Kinshasa. Il dit venir pour autre chose. Pratiquement, quel est le non-dit de cette visite? Les non-dits, moi j'aimerais plus marteler là-dessus. Parce que vous savez, en politique, il y a toujours un discours officiel, il y a toujours un discours officieux. À chaque fois que vous venez, vous voyez un politique venir vous brandir une raison, il faut toujours creuser plus loin pour savoir la véritable raison qui justifie sa présence. Jean-Luc Mélenchon, il faut d'abord comprendre que quand on parle de Mélenchon, ce n'est pas n'importe qui dans la politique française. C'est parmi les poids lourds qui pèsent en France. Il vient dans un contexte un peu troublé, parce que d'ici peu, il y aura élection. C'est la France insoumise. Lui n'est pas d'accord avec la politique de Macron en Afrique. Qu'est-ce qu'il vient réellement faire? Vous savez, moi, j'évite souvent de tomber dans ce genre de préjugés. Permettez-moi l'expression. Nous faisons des analyses prospectives. Effectivement. Vous savez, les grandes nations ont toujours une vision commune, peu importe les fractions politiques, peu importe les sensibilités, mais il y a les intérêts stratégiques de la nation qui ne sont pas remis en cause. Ça, c'est la politique généralement. Dans des pays sérieux, sauf si vous vous retrouvez dans des pays africains où lorsque un régime part avec une vision et qu'une autre personne vient au pouvoir, on cherche carrément à faire tabula rasa. Et donc, lorsque vous vous inscrivez dans cette logique, vous comprenez que la politique française, avec les intérêts français, ne change pas en fonction des individus. Mélenchon est il est à l'opposition, il faut comprendre, avec la France insoumise, etc. Mais, jusqu'à présent, il n'exerce pas encore le pouvoir en France. Rassurez-vous, M. Lumbala, une fois que Mélenchon accède au pouvoir, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, il est soit à l'Élysée ou à Matignon, sa lecture sur l'Afrique change automatiquement. Alors moi, personnellement, au lieu de m'attarder sur Mélenchon comme individu, moi j'aimerais, par contre, si vous le permettez, faire une petite analyse sur la politique française par rapport à ce qui se passe dans notre pays. En résumé,
l'histoire retiendra que la France, bien qu'ayant exercé un droit de préemption à l'issue de l'acte international de Berlin de 1885, la France a toujours été contre le Congo, en tout cas depuis 1994, à l'issue, n'est-ce pas, de ces génocides. Et donc, moi personnellement, lorsque je dois voir le discours du président Sarkozy, je dois voir l'attitude récemment d'Emmanuel Macron, je parle de la France comme État, je ne parle pas des individus, je ne pense pas que nous puissions entendre quelque chose, n'est-ce pas, avec ces flatteurs. Le Congo a besoin de définir une politique bien définie, indépendamment des fractions politiques des uns et des autres, pour réaliser ses intérêts, n'est-ce pas, et ainsi se défendre contre ses ennemis qui sont soucieux de profiter de ses richesses. Merci beaucoup. Selon M. Apouyou, il ne faut même pas rêver, attendre quelque chose de la France, de ces hypocrites. Quand ils arrivent aux affaires, c'est la même chose. Freddy Moulumba, je voudrais prendre un autre politologue. Quelle est votre lecture personnelle, Mélenchon? Est-ce qu'il réellement il est venu pour cette activité scientifique à l'université de Kinshasa? Bon, c'est un acteur politique et non le moindre. La France insoumise, qui a ouvertement soutenu Félix Tshisekedi contre Macron dans ses gesticulations quand il est venu à Kinshasa et il est allé prendre sa petite bouteille à Bandalungwa. Donc j'ai suivi la conférence que Macron a tenue devant les députés. Ça y est sur YouTube, sur Internet. Ce qui m'a frappé dans ce que Mélenchon a déclaré, il a dit que en France, il y a une autre France qui existe. Automatiquement, on peut déduire. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il faut le lire. Il en a clairement. Il y a une autre France qui n'est pas d'accord avec l'attitude de Macron. Et dans tout ce qu'il a parlé de la francophonie. Il a dit qu'ils ont besoin de l'Afrique. Il a parlé de la dimension culturelle. La francophonie doit renaître par rapport à l'anglophonie. Il a parlé de l'altermondialisme. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense que Mélenchon est venu corriger les fautes commises par Macron. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Sans le Congo, il n'y a pas de francophonie. Voilà pourquoi Mélenchon a beaucoup insisté sur la francophonie. Et n'oubliez pas, la francophonie actuellement, c'est une francophonie des hommes d'affaires, économique. La dimension culturelle a disparu. Je pense que Mélenchon est venu remettre cette dimension culturelle en vogue. Parce que depuis que le Rwanda est devenu membre de l'OIF, et Mushikwabo est devenu secrétaire général de la francophonie. Mushikwabo qui terrorise les gens à la francophonie, il y a beaucoup de plaintes, les non-dits, elle terrorise les gens à la francophonie. Et son rapport, on a suivi une enquête qui n'est pas En fait, depuis que Macron est au pouvoir, même avec Sarkozy, ils ont fait des choix sur le Rwanda. Maintenant, c'est l'économie qui compte pour la France. Mais Macron est dans le clan des anglo-saxons. Son discours, sa vision politique n'est pas une vision de la France profonde, la France de Mitterrand, la France de Chirac, même de Pompidou. Merci. Ça, on le sait très bien, ce sont les multinationales qui dirigent le monde et qui ont donc préparé l'arrivée de jeunes Damiens aux affaires pour faire leur volonté. C'est pourquoi ils bouchent les oreilles à toute la France profonde quand elle crie, quand elle hausse les tons et vocifère sur la route. Claude Nsala, rapidement, votre lecture de cette visite de Jean-Luc Mélenchon, rapidement. Bon, merci beaucoup, monsieur Fabien. Moi, je prends la déclaration que j'ai écoutée de Jean-Luc. Je le prends au mot, mais je sais qu'il a un grand groupe parlementaire en France qui s'appelle la NUPES. Donc, où la France insoumise est réunie toute la grande gauche. Donc, sa voix pourrait compter au niveau du Parlement français.
Et voici ce qui a vraiment retenu mon attention, ce qu'il a dit. J'attends que la condamnation de la France par la résolution que présentent mes collègues fasse ressaisir le Rwanda. Le plus grand pays francophone du monde, la RDC, aspire à la paix et à organiser les élections comme il se doit. Et ça, c'est très important pour nous qu'un franco-français, un président d'un grand groupe parlementaire français, prenne fait et cause pour nous. Puisque nous savons Est-ce que son arrivée, ce n'est pas aussi le résultat ou les fruits du plaidoyer des parlementaires français d'origine congolaise qui sont dans sa suite? Oui, oui, je voulais... C'est la deuxième fois qu'ils arrivent ici. Nous avons vu bon, il est français, je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là, mais c'est quand même un parlementaire d'origine congolaise, mais que Mélenchon se prononce de cette façon-là, c'est une très belle chose. Mais une autre chose à ne pas oublier, celle qui a été dite par Apouyou. Sarkozy a dit que si le Congo, je le reprends dans mon livre qui est là, Les guerres à l'Est entre génocide et statocide, publié dans les éditions Harmattan. Si le Congo veut la paix, il doit partager ses richesses avec les voisins. Macron nous l'a dit, ici en face. Macron, c'est Dieu le Père qui a parlé. Non, mais il faut dire que... Sarkozy, c'est Dieu le Père. Ni Mélenchon, contrairement, n'a pas les outils du pouvoir. Vous savez, en sciences politiques, on peut venir et émettre des vœux pieux, c'est bon. Mais lorsqu'on n'a pas les outils de pouvoir, ça reste des vœux pieux, c'est tout. Hein. Voilà, peut-être une opération de séduction? Non, mais sa voix doit se faire entendre, puisqu'il y a quand même la gauche. La gauche, puisque le parti de Macron, les insoumis, tiennent beaucoup compte des populations du Sud. Ils ne sont pas des partis européens trop aristocratisés. Tiennent beaucoup compte des populations du Sud dont fait partie la République démocratique du Congo. Mais que ces phrases-là viennent de chez Mélenchon, moi, ça me donne quand même quelque peu d'espoir à espérer qu'au moins notre voix, la voix de la République démocratique du Congo, peut se faire entendre au-delà des oripeaux du pouvoir qui ne veulent pas de nous, puisqu'on ne doit pas se leurrer. Lorsque vous voyez notre président de la République faire une conférence, avoir une réunion entre lui et Kagame, les trois, mais nous sommes perdants, puisqu'il faut savoir que les deux sont d'un côté et nous sommes d'un autre. Merci. Lorsque vous voyez à l'Élysée Macron, Kagame et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut savoir que nous partons perdants dans une telle réunion tripartite. Puisque les deux sont bien sûr d'un côté, nous sommes d'un autre. Est-ce qu'il y a une réunion prévue comme ça encore? Non, mais je ne sais pas. Moi, je dis. Voilà, c'est un exemple. Merci, c'est l'histoire. Monsieur Salah. J'ai interrogé l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très important de mettre cette puce à l'oreille. La France, vraiment, c'est un pays vis-à-vis duquel il faut être très, très prudent. Vous aimez bien qu'on vous appelle professeur associé Carlos Mopili. Alors, c'est vous qui avez la parole. Mélenchon, nous allons maintenant y aller rapidement. Il est venu dans une opération de séduction. Il est venu juste nous faire oublier les humiliations que voulait nous imposer Macron. La France en train de perdre sur le continent. Lui, il vient au nom d'une conférence scientifique. Est-ce que c'est un appui aux élections, un appui non dit? Qu'est-ce qui se passe? Une opération de séduction, comme vous le dites. Parce que vous savez que les autres... Bon, il faut d'abord présenter Jean-Luc devant les téléspectateurs. C'est comme Fayoulou de France ou bien comme Chadarou de France. Donc nous sommes en train de débattre sur un monsieur Fayoulou de la France. Vous ne pouvez pas quand même prendre Fayoulou, Chadari, le comparer à Jean-Luc Mélenchon. Mais Fayoulou, il est opposé d'un pays plus riche que la France. Donc c'est ça, mon nationalisme me pousse à orienter les choses comme ça. Et c'est comme ça que je vais commencer à enseigner à mes étudiants pour décoloniser intellectuellement l'homme africain. Donc la France est égale au Congo. La différence, c'est que le Congo est très riche,
mais avec une classe politique médiocre. La France, c'est un pays moins riche, mais avec une classe politique organisée. Parce que Mélenchon, il arrive ici, il tient une conférence scientifique. Ça me rappelle Léopold II avant de prendre ce Congo. Il a commencé à réunir les scientifiques du monde pour arriver à mettre en exécution son projet d'exploiter les Congo. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord présenter comme première chose. Bon, maintenant il arrive ici. Il faut dire que, comme je l'ai présenté, c'est un opposant. Lorsqu'on fait la remise et reprise, c'est là où on accède aussi à beaucoup de secrets d'État. Il n'a pas encore le pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Les jours où il sera là, il va lire les traités de préemption. Il comprendra que dans ces traités-là de préemption, Léopold II avait signé avec la France que si moi, Léopold II, je ne suis pas en mesure de gérer cette grande colonie, je laisserai d'abord à la France. Mais Léopold II a violé ces traités. Il n'a pas respecté ça. Il a laissé ça au Parlement belge, en violation de ces traités. Sans interroger, sans consulter la France, ni l'Allemagne, qui vient après la France. Et c'est pourquoi, et même avant de signer ces traités de préemption, vous savez que c'est lui qui avait exploré le lac ici, à l'équateur. Non, je suis là. Un cours d'histoire, là. Non, il est venu, les scientifiques. Non, j'arrive là. Parce que nous parlons des traités de préemption. Lorsqu'on parle de la France, du traité de préemption, beaucoup de gens se posent la question que pourquoi la France intervient dans nos affaires politiques internes alors que nous sommes une colonie belge. Les gens doivent savoir. La France a un droit de regard. C'était la concession lui faite par le roi Léopold II parce qu'il fallait l'appuyer au niveau de Berlin. C'est pas ça? Non, pas seulement ça. Mais Freddy est là, il nous alerte sur la balkanisation. Mais d'où vient le projet de balkanisation? C'est tout ça, c'est à partir des traités de préemption. Parce que l'Équateur là, devrait être pour la France. Parce que on va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça dans des livres. Vous avez dit que des vrais livres ont été pour dire quoi? Retirer des rayons. La France, lorsqu'elle arrive au Congo, c'est pour voir ses intérêts. Merci. Et non les intérêts du peuple congolais. Ça, nous devons retenir ça. Donc, aucun ange Gabriel, ou bien il n'est pas Messie, il est venu pour la France et pour l'intérêt des Français. Et encore, il est de la famille bourgeoise qui a beaucoup d'actions dans plusieurs entreprises. Ça peut être aussi autre raison. Merci beaucoup. Norbert Yamba, dans sa peau d'analyste politique. Bienvenue, Mélenchon. Apparemment, il y a les non-dits, parce que lui-même, à l'aéroport, Patrice Emery Lumumba, que vous appelez Njili, a, dans une interview, il a eu beaucoup de soucis. Vous sentez que c'était laborieux pour trouver les mots à expliquer aux journalistes la raison de sa visite au Congo. Je viens pour une conférence à l'université. Et puis, voilà, mais je serai reçu par des officiels. Quel est le non-dit de cette visite? Merci. Merci, Fabien, pour l'opportunité que vous m'offrez. Parce que j'étais pris dans un engrenage, mais je suis quand même venu. Je salue tous les amis, ça fait un bail. On ne s'est pas vu, surtout avec Freddy, etc. Ça me fait énormément plaisir et j'essaie de suivre la jeunesse, comment elle est en train de prendre l'ascension. Moi, je dis, ok, ça y est, on est en train de partir. Mais je voudrais... Vous êtes encore là, vous ne partez pas maintenant. Voilà. Je voudrais souligner des petites choses. La première chose, c'est de constater que si tous les pays européens sont décolonisés, il y a un pays qui est encore colonisé, c'est la France. La France est encore colonisée parce qu'il arrive difficilement à couper le cordon ombilical. S'il coupe, elle deviendrait la 15e puissance économique du monde. Donc, elle trouve un terrain fertile où même des graines pourries peuvent bien germer. Donc, peu importe, et je salue ce que disait tout à l'heure mon ami, renforcé par mon ami de tout le temps, qui disait que peu importe le clivage idéologique, etc., le système est resté le même. Ce sont les intérêts de la France
Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Il faut arrêter de croire que bon, telle ou telle personne vient parce qu'il y a des amourettes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'état d'âme. Et donc chacun vient véritablement voir comment on peut coopérer avec telle ou telle autorité, etc., d'aujourd'hui ou de demain. La perspective, c'est de continuer à maintenir un système patrimonial qui construit la mendicité internationale, etc. Donc, Mélenchon, peu importe sa France insoumise, c'est sa France. Aujourd'hui, le contexte est tel que on a besoin de nos richesses. Et je voudrais tranquilliser Mopili. Est-ce qu'ils n'ont pas, cette France insoumise n'a pas peur des lendemains de la France, une France sans l'Afrique et surtout sans le Congo? La France est en train de perdre. C'est ça. De perdre en Afrique de l'Ouest. Et cette France-ci, avec les attitudes du jeune président ressortissant d'Amiens à l'Élysée, il a encore 4 ans pratiquement, 4 ans. Ou de, Macron, il a encore 4 ans à l'Élysée, avec ses impulsions, avec son approche. La France risque d'avoir des soucis. Est-ce que la sagesse française ne l'a pas envoyé, par exemple? Arrêtez. L'Occident a une vision cartésienne, ou bien. Et il n'y a que nous, Africains, qui a une approche plastique, avec un cerveau qui est capable d'être souple et de s'adapter par rapport aux circonstances, etc. Ils restent le même. Voilà. Et donc, je m'excuse beaucoup, mais je n'ai rien dit, quoi. Donc, je voudrais simplement dire que... Vous êtes en train de dire des choses. Je voudrais simplement dire que nous devons relativiser les choses. Est-ce que nous sommes plus riches que la France? Attention. Il y a deux notions importantes. C'est une digression. Si nous entrons dans ça, nous allons quitter le sujet de notre débat aujourd'hui. Nous sommes potentiellement riches, à part la Russie, c'est nous, mais nous n'entrons pas dans ce débat. Oui. La richesse aussi d'un pays, c'est le cerveau de ses citoyens. Nous fermons la parenthèse. C'est un élément pédagogique. Voilà, nous fermons la parenthèse. Je vais vous revenir. Je ne sais plus réfléchir, Fabien, en fait. Ok, bon, alors on peut aller. Non, je voulais simplement évoquer cet élément pédagogique qui doit motiver l'intellectuel et la classe politique de notre pays. Nous sommes potentiellement riches, vous l'avez dit, mais nous sommes possiblement pauvres. Et que la France a 3 000 milliards de dollars et nous avons 64 000 milliards en termes de produit intérieur brut. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas se contenter de ce que nous avons en termes de ressources naturelles, mais il faut réfléchir comment transformer ces ressources pour qu'elles deviennent véritablement des richesses rares. Ça, on en a besoin. Je voudrais également dire que l'arrivée de Mélenchon, c'est un candidat potentiel demain. L'Afrique, c'est un terrain où on vient construire davantage la légitimité, parce que la France ne peut pas vivre ça à l'Afrique. Et quand on vient, certainement qu'on va vous dire que c'est une conférence scientifique, etc. Mais on est en train de construire une certaine légitimité par rapport à l'ancrage en Afrique. Vous savez, l'histoire récente montre très clairement qu'il y a beaucoup de pays, des présidents français qui ont fonctionné parce qu'ils avaient l'aide des Africains, compagnie, etc. Il faut y aller en Afrique, il faut se construire des amis, parce que demain, on ne sait jamais, on peut avoir véritablement le soutien. Ça peut être les gens qui sont au pouvoir, ça peut être l'opposition, etc. Ça, c'est leur stratégie. Mais ne croyez pas que demain, même si le Mélenchon arrive au pouvoir et qu'il va changer la politique française, certainement qu'aujourd'hui leur démocratie est démodée, ils sont en train de chercher des stratégies d'adaptation pour harmoniser les contradictions, mais ils ne travailleront pas à notre place. Il n'y a que nous, alors nous seuls, qui devons travailler, chercher de voies et moyens pour nous en sortir. Merci. Merci Norbert Yamba. Je reviens à vous, à Pouillou Bongunda, pour relancer le débat, justement, ce partage républicain. Les nouvelles en provenance du Front, je suis connecté, on les groupe des vrais patriotes et qui disent objectivement les choses. Les nouvelles sont très encourageantes. Les FARDC et les patriotes. Je ne prends pas les mensonges de ceux qui encouragent les Congos et les Congolais. Mais les AC ou les AC demandent le cessez-le-feu. L'ambassade américaine s'est terrée dans son silence. On n'a pas demandé. Il y a eu massacre des Congolais. Le
le vrai visage de l'Occident est maintenant connu. Ce sont des hypocrites. Que faire, nous, à Kinshasa, l'élite et les dirigeants que nous avons placés au pouvoir par les voies dites démocratiques? Merci, M. Fabien. Avant de répondre à la question, accordez-moi juste 30 secondes. J'aimerais juste dire une chose. Vous savez, lorsque vous voyez les Occidentaux chercher à harmoniser ou à nous endormir, j'ai entendu mes aînés dire que c'est à cause de nos potentialités. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais également dire que les Occidentaux ont peur. Ils ont peur parce que le monde est en pleine mutation, en fait. Ils nous ont fait subir tellement des affres qu'ils ne sont pas à mesure de calculer un seul instant de quoi nous sommes capables en termes de revanche. Il n'y a pas 10 siècles qu'on nous a vendus. Il n'y a pas 10 siècles. Ça, c'est l'Occident. L'Occident. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont massacrés. Il n'y a pas longtemps. Vous comprenez un peu? Peut-être que nous sommes là en train de parler de 5 ans passés, 10 ans passés. L'homme est blanc comme un homme intelligible, c'est lire le signe de temps. Et l'Occident sait pertinemment que l'Afrique est appelée à devenir une puissance. Et donc, l'Occident est culpabilisé par rapport à la réaction de l'homme noir le moment venu. Que faire? Il faut commencer à arranger les choses pour tempérer sa conscience et ainsi donc avoir la pitié ou la sympathie de l'homme noir. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ne vous en faites pas. On n'a pas été liquidés comme des chiens, on n'a pas été pris en otage sur la terre de nos ancêtres, n'est-ce pas, pour que nous puissions continuer à subir ces genres de conneries. Passez-moi l'expression. Je reviens sur ce qui se passe dans notre pays. Il faut souligner que l'Occident est en train d'échouer la guerre contre la Russie en Ukraine. Ça, c'est très important. Ne vous en faites pas. Même lorsque vous regardez aujourd'hui ce qui se passe entre Israël et Hamas, en fait, il suffit juste de lire le signe de temps pour comprendre que l'Occident est en train de perdre, n'est-ce pas, la maîtrise de ce nouvel ordre mondial qu'il a instauré à l'issue de l'effondrement de l'URSS. C'est bien connu, voyez-vous. Mais l'Occident n'a pas peur de Russes, en réalité, plus que des Africains. Parce que les Russes n'ont pas été vendus comme de bétail en somme. N'est-ce pas? Nous l'avions été. Voyez-vous? Il suffit juste de lire le livre historique pour comprendre la gravité de ce que nous avions subi comme peuple. Voilà, on en vient au front militaire. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le front militaire, vous savez, monsieur Fabien, moi, deux fois, lors de ma dernière intervention ici, on parlait de l'humanité de l'homme congolais. L'humanité. L'homme, ce n'est pas le fait d'avoir une morphologie humaine. L'homme, c'est d'abord le cerveau. Voyez-vous? L'homme, c'est d'abord le cerveau. Ce qui se passe, c'est quoi? Sous d'autres cieux, avant d'adhérer à une organisation sous-régionale, régionale ou internationale, vous devez d'abord disposer des éléments crédibles, issus de renseignements. C'est ce qui fait que, sous d'autres cieux, en réalité, la politique ne prend que des décisions de façade. Mais tout est subordonné par les renseignements. Nous sommes allés dans cette organisation sous-régionale. OK? De manière politique. Sur base de quels renseignements? Je n'entre pas sur ces débats. Mais aujourd'hui, l'histoire démontre noir sur blanc que ces gens qui sont ici sur notre terre ne sont pas là pour travailler pour nos intérêts. Quels sont les cercles des réflexions qui viennent en appui à l'autorité politique du pays? Je parle de... Freddy parle de think tank. Je parle de ces cercles qui peuvent alimenter les dirigeants du pays. Les collunes, autrefois inspirées, les profs se précipitent pour être des directeurs de cabinet ou des ministres, aussi accéder aux affaires. Je ne vous attaque pas, professeur, mais je dis tout simplement, si le président a pris ces décisions, qui l'a conseillé d'y aller? Je parle de l'EAC. S'il vous plaît, monsieur Fabien, vous savez, ma position quant à ça, je pense qu'on a toujours eu des débats avec le professeur, parce que je suis parmi ceux qui pensent que l'université a lamentablement échoué, et pour un certain temps, dans ce que moi j'appelle la dictature du salut public, s'il y a des mesures à prendre à titre conservatoire, on peut envisager la fermeture de l'université. Mais par rapport à ce que vous venez d'évoquer, vous savez, l'homme politique, il n'est conseillé que lorsqu'il a une vision. Moi, je suis politologue de formation. Lorsqu'on est conseiller d'un homme politique, on ne le conseille pas par rapport à ce que lui doit penser.
vous les conseillez à orienter ses décisions par rapport à sa vision. Et donc, aujourd'hui, les intellectuels, je ne parle pas des professeurs, je parle des intellectuels, ils peuvent avoir une approche hégémonique sur le Congo, parce que le Congo, c'est un pays à vocation d'exercer une puissance hégémonique. Mais si la direction politique nationale, n'est-ce pas, n'a pas cette vision, ne vous en faites pas. Moi qui vous parle en 2021, moi j'ai rédigé toute une tribune que j'ai adressée à la présidence de la République. Ce n'était pas pour des raisons, je ne sais quoi, c'était par rapport à ma vision. Vous avez eu le feedback? On a accusé réception? On a accusé réception, mais jamais on vous rappelle. Vous faites les suivis? De quel suivi nous parlons? Non, moi, vous faites les suivis de cette correspondance? Non, moi je dépose. L'administration, c'est que moi j'ai conçu une tribune, je dépose, n'est-ce pas? S'il faut me relancer, c'est le service courrier qui... Voilà. Donc, en résumé, je cherche juste à établir que nous réfléchissons, mais nous ne pouvons pas nous imposer parce que nous n'avons pas l'impérium. C'est les autorités politiques, par rapport à leur vision, n'est-ce pas, qui vont juger l'opportunité ou pas, n'est-ce pas, de consulter les intellectuels. Et voilà, Freddy Mulumba, concernant justement le front militaire et patriotique, et aussi les pressions qu'on a de l'EAC et puis de l'Occident. Il y a beaucoup de pressions. Une photo circule sur la toile. On a vu les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence, pratiquement 3 vice-premiers ministres avec quelques membres du gouvernement chez une diplomate, apparemment dans son salon. Et les enfants de Lumumba et de Kimbangu étaient en colère, sainte colère. Mais comment ils peuvent aller, nos responsables les plus hauts, chez une diplomate d'un pays soi-disant puissant, ainsi de suite? Freddy Mulumba. Oui, je pense que... Les pressions sont nombreuses. Ce n'est pas par hasard que nos ministres ou bien nos autorités voient l'ambassadeur et l'ambassadrice américaine. Pas par hasard. Il faut rappeler ici que cette guerre que nous avons, que nous connaissons, c'est l'Amérique qui a fait la guerre, qui a commencé avec la guerre avec la FDL. C'est l'Amérique de Bill Clinton. Et si nous voulons que cette guerre termine, il faudrait voir les Américains leur dire les choses en face. Ou quand ils ne comprennent pas, on demande à notre peuple et notre armée de mettre de l'ordre. Ce qui est normal. Mais je pense qu'il ne faut pas beaucoup se plaindre. Moi, j'ai toujours dit, la faute, c'est à nous. On est très faibles. Nos élites sont très faibles. Je prends d'abord dans un pays sérieux, où il y a la guerre, où les ambassadeurs se prononcent, et il y a ce sur place. Combien de débats dans les médias? Combien de débats dans les universités? Il n'y a rien. Vous pensez que les autres peuvent parler à notre place? Donc c'est à nous de travailler, qu'on ne se plaigne plus. Nous sommes dans un monde violent, un monde d'intérêt. Nous devons nous organiser, chercher les meilleurs d'entre nous, préparer notre peuple à se battre pour avoir ce que le président Tshisekedi dit, la deuxième indépendance, l'indépendance économique. Depuis 1885, les richesses du Congo ne nous appartiennent pas. 1885, jusqu'à aujourd'hui. On va croiser les bras. Tant qu'on n'a pas fait la guerre au Rwanda, en tout cas, on ne pourra pas récupérer notre pays. Donc il faut faire la guerre au Rwanda et construire un rapport de force avec le monde occidental. Ces gens ne comprennent que les rapports de force. Mais quand vous avez des élites très faibles, comme on en a chez nous ici, qui pleurent, ils s'en foutent. D'ailleurs, il y a des gens, on a des écoles extérieures, on se plaint, on dit, mais un petit Rwanda là, comment est-ce qu'il peut battre le Congo? On ne vous comprend pas. Pourquoi vous pleurez? Les jours où on va décider, on met l'ordre, on met un pouvoir à Kigali. Ces jours-là, on va le respecter. Et nous serons les leaders de l'Afrique centrale. Mais tant qu'on a des élites qui ont peur de s'engager, de prendre les risques et de lire les signes des temps, c'est là où Mélenchon a parlé. On n'a pas tellement tenu compte de ça. Il a parlé de non-alignement, altermondialisme. Et moi, j'ajouterais la renaissance africaine. Le temps est arrivé que les Congolais et les Africains réfléchissent par eux-mêmes, qui produisent la nouvelle pensée, de nouveaux paradigmes. Et tant qu'on ne comprend pas ça, mes chers frères, on va s'embrouiller comme on s'embrouille là. On peut être contre l'Occident. Non, autour de cette table, on ne s'embrouille pas. Non, du choc d'idées jaillit la lumière. Je parle d'une manière générale. Ouais. La télévision Télé 50 est la seule. On a la liberté de parler. Mais regardez ailleurs, dans les réseaux sociaux, le niveau est trop bas. Où sont les intellectuels?
On laisse des gens, n'importe qui, parler au nom du Congo. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Des insultes, des polémiques. Il n'y a que ça. Alors qu'aujourd'hui, pour des élites qui comprennent l'essence de l'histoire, le monde a basculé. C'est ce que Mélenchon est venu nous dire. Le monde a changé. Préparez-vous aussi à vous organiser. C'est tout. Vous n'avez pas tort. Le Parlement français, même européen, même belge, ont des pro-congolais, c'est-à-dire les amis du Congo comme celui Botenga. Botenga et beaucoup de parlementaires européens parlent au nom du Congo alors que les écrivains, des journalistes relayent les petits communiqués des ambassades ici dans les médias et en font leur chou gras. Professeur Claude. Je pense qu'il faut d'abord féliciter nos compatriotes qui se battent pour notre indépendance, pour notre souveraineté. Il faut les féliciter. Nous sommes toujours de cœur avec eux. Je l'ai écrit, il a déjà l'ouvrage. Nous devons désormais déterminer qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en train de nous comprendre. Je ne nous comprends pas. Pourquoi est-ce que... Je vous pose la question, Fabien. C'est vous qui posez la question, mais je vous repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, une ambassade, un pays peut dire à Zelensky de cesser le feu? Quel est ce pays du monde qui peut dire aujourd'hui à Zelensky, monsieur Zelensky, cessez le feu? Et pourquoi on dirait aux Congolais? Pourquoi on devrait nous le dire? C'est là qu'on doit avoir des actes de bravoure. Un ambassadeur qui dit ça n'a pas sa place ici chez nous. Voilà la manière dont il faut exercer. Le rapport des forces, c'est aussi à appliquer certains principes de diplomatie. Heureusement qu'il y a quelqu'un... Je pose aussi la question. Pourquoi et les instruits et les intellos, pourquoi nous avons cette peur? Quand une diplomate ou un diplomate d'un pays parle, on laisse Bintou ici prendre la parole, alors qu'ils sont incapables de tuer même une mouche. On les laisse parler, ils ont médias, on couvre leurs foutues conférences de presse, ils font la comptabilité macabre. Pourquoi nous avons peur? Est-ce que nous sommes nés des hommes, nous, Congolais? Mais évidemment, bon, je pense que ce n'est pas la grande majorité et ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours certaines élites qui se lèvent ça et là. On est là avec je m'excuse de parler quand même de nous, avec Freddy. On a quand même présenté le fait écho du livre d'Onana qui est aujourd'hui même beaucoup piraté à travers le monde, puisque tout le monde voudrait l'avoir, puisque nous avons porté notre cause. Après le livre d'Onana, il y a le mien qui est là. On passe partout pour parler du Congo. Mais écoutez, l'élite, comme l'a dit Apouyou, nous n'avons pas les arcanes, nous n'avons pas les outils du pouvoir. On n'a pas les outils du pouvoir. Est-ce que aujourd'hui, si le Rwanda, la France et partout on pourrait nous écouter, on peut penser que nous ici nous sommes embrigadés par l'EAC ou ces gens-là? Non. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne doit pas cesser le feu. Tant que nous aurons des moyens, nous allons nous combattre. Nous allons nous battre. Voilà. Pas de cesser le feu, nous allons aller au front. On doit envoyer les femmes, les enfants, tout le monde doit aller au front puisque trop c'est trop. Carlos Moupili. Trop c'est trop. Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il est entré, vous savez comment il s'était comporté. Alors quand on massacre 50 Congolais, les femmes, hommes et enfants, images, ne sont pas des images à balancer. Aucun diplomate ne publie un communiqué. Quand c'est Bitakwira qui s'attaque à ceux qui déstabilisent le pays, ils sont très actifs, prennent des mesures, sanctionnés, ils ne peuvent pas voyager, comme si chez eux c'était les cieux au paradis chez le Père Céleste. Alors, nous, là, je ne comprends rien. Il y a un papa qui m'a encore posé cette question. Est-ce que nous sommes des hommes? Merci. C'est là que, dans ma première prise de parole, lorsque je disais que, j'ai rappelé le principe qui est prévu dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies et même de l'article 3 de la Charte de l'Union africaine, les principes d'égalité des États. Que l'État français, l'État congolais, nous sommes égaux selon le droit international et public. Mais quand on revient à la fin du cours, j'ai trouvé ça, on dit
il faut faire toujours attention parce qu'il faut toujours parler évoquer les cas de rapport des forces. Mais j'ai toujours demandé à nos collègues qui ont fait les RI la force, les contenus définitionnels des forces. Parce que Koweït a un rapport de force. Sa force, c'est sa richesse pétrolière. Vous trouverez la Corée du Nord qui n'a pas de richesse naturelle. Mais sa force aujourd'hui, c'est sa bombe atomique. Alors, lorsqu'on parle de rapport de force là, il faut qu'on donne les contenus. Mais quand on se limite, qu'on ne se limite pas du le rapport de force et présenter le Congo comme si c'est un pays qui est moins fort. Non. Votre préoccupation est pertinente du fait qu'à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous disons toujours ça avec mon vieux Yamba Yamba quand on était avec lui dans la société civile, les vieux qui nous ont formés. Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent égaux, en fraternité, tout ça. Des récitations. Des récitations. Que nous récitons comme des perroquets. Oui, mais parfois ces récitations peuvent tourner mal contre eux, c'est-à-dire, si nous sommes tous égaux, c'est qu'un Français, la vie humaine d'un Français est égale à la vie humaine d'un Ukrainien et d'un Israélien, comme celle aussi d'un Congolais. Dans ce cas, de la même manière que la mort d'un Israélien, la mort d'un Ukrainien choque l'humanité, la conscience de l'humanité, ça doit aussi choquer la conscience de l'humanité lorsque les Congolais sont victimes de massacres. Mais ça ne choque pas. Mais pourquoi ça ne choque pas? Est-ce qu'il faut seulement accuser les autres? Oui, mais au niveau interne. Freddy a parlé de choses, oui, mais il est parlé avec gants. Moi, je suis de la société civile, je n'entends pas d'être nommé, surtout qu'il reste 60 jours. Quand le peuple veut se débarrasser de la MONUSCO et de ces touristes militaires de l'Afrique de l'Est, le gouvernement dit non, pas question, tout ça. C'est tout à fait normal. Et ils sont tenus aux engagements qu'ils ont pris sur le plan international. Mais la patrie est en danger. Vous laissez ces gens chez nous massacrer, déplacer même les bornes. Et pendant qu'on déplace les bornes, nous on signe des accords avec l'Ouganda pour supprimer le visa. Est-ce que c'est comme au Kassai, on dit Mouboulemu comme un baloumagne. Est-ce que dans ce village, dans cette cour, il n'y a pas d'hommes? Est-ce que nous avons des hommes? Qui a parlé ici que l'intelligence constitue une richesse. Le Japon n'a pas de mines, mais le Japon a des hommes intelligents. Intelligents, ici ce n'est pas le diplôme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas dire que tous les Japonais sont intelligents. Non, c'est seulement il y a une bonne sélection. Une bonne sélection. Quand il faut envoyer les gens discuter les accords de l'EAC, ou il faut aller par exemple accompagner les chefs de l'État au Conseil de sécurité, qui sont sélectionnés. Là, vous allez parler encore des professeurs d'université ou bien des intellectuels. Notre ami, il a écrit la tribune dans des pays sérieux. Il fallait examiner, évaluer sa tribune et dire, venez ici. C'est ce qui s'est fait ailleurs. Voilà. Alors, en France, par exemple. Et par un moment, le chef est à la tribune. Il prononce un discours. Les gens de la cour en train de se faire des selfies dans la salle. Ah, voilà. C'est quand même... vous voulez quoi? S'il ne se lève pas lorsqu'il... Et quand le chef parle, au retour, rien, c'est fini. C'est fini. Il a parlé, au retour, on vient se plonger dans des discussions inutiles. Ça aussi, c'est pourquoi, je termine pour dire quoi? En France, où la majorité de la population est alphabète, mais pour faire la politique, 70% passent par les nains pour apprendre l'État. 80%, même Malécho, il est passé par les nains. Il apprend comment fonctionne l'État. Parce que l'État, c'est un monstre. Ça ne suffit pas qu'on soit diplômé en tel pour connaître l'État. Non. Merci. Donc, Norbert Yamba. Quand je vois, par exemple, mon vieux Norbert Yamba, c'est lui qui a la parole. Mais c'est des intelligences que le Congo a besoin pour servir, pour exploiter. Et il y en a d'autres. Mais vous avez publié votre livre. Ça ne sera pas vendu, ça ne sera pas consommé. Parce que vous êtes Congolais.
Onana, c'est parce qu'il était camerounais, tout le monde a dit Onana a publié. Qu'est-ce qui est Onana a publié là-dedans? Qu'est-ce que c'est que Mopili a publié en 2012? Voilà, Norbert Yamba Yamba. C'est aussi ça le complexe. Alors, les pressions sont nombreuses et s'intensifient qu'il faut dialoguer avec les Rwandais et leurs supplétifs du M23 pour les mettre encore dans l'armée, la police et les services de renseignement. La traîtrise continue, le pays se fragilise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes aussi créés des hommes. Fabien, Oui. sincèrement, à toute sincérité, je ressens une lourdeur dans ce débat. Parce qu'en réalité, vous m'avez fait une thématique. Je croyais qu'on allait réfléchir. Vous avez vu une thématique du 25 août. Oh là là. Parce que vous êtes difficilement accessible. Vous avez vu une thématique de 25 Il août. ne faut pas m'effondrer en public. Voilà, oui. Ok. Alors, Donc, ouais, c'est très ouais. bien. C'est vrai que les occupations nous prennent temps. Mais de toute façon, quelle que soit la portée de la thématique, la réflexion des grands intellectuels doit aider à ce qu'on puisse sortir de la situation qu'elle vit. C'est très important et la description, la monographie doit à un moment donné s'arrêter pour que des propositions se fassent dans la perspective, et je reprends les termes qu'a utilisé Freddy Moulumba, de changement de paradigme. Je suis en train d'écouter, certainement qu'on se plaint, on est en train d'écrire la situation, mais on a l'impression qu'on donne solution, et pourtant le paradigme est resté le même. Et tant que le paradigme est resté le même, donc il n'y aura pas de changement. Écoutez, vous allez vous battre avec le Rwanda, vous gagnez la guerre, et vous croyez que vous apportez le développement ici? Le professeur posait la question pertinente. La guerre, ce n'est pas pour apporter le développement ici. Excusez, C'est pour laissez-moi défendre l'intégrité territoriale, M. Yamba Laissez-moi Yamba. réfléchir. Oui. Laissez-moi réfléchir. Mopili disait quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous appelez par la force? La force, ça veut dire quoi? Un État est fort. Vous croyez qu'être en face des Américains pour être appelé force? Comment les Russes et les Américains aujourd'hui sont pratiquement dominés le monde? Qu'est-ce qui fait que la France peut se déplacer de loin, venir chez nous et s'imposer sur un certain nombre de choses? Il n'y a pas que chez nous, à travers l'Afrique. Qu'est-ce qui explique qu'elle puisse véritablement effectuer des milliers de kilomètres venir chez nous? Mon ami, il l'a dit. La colonisation, la traite négrière, la néocolonisation, cette décolonisation inachevée, etc. La guerre froide. Tout ça, qu'est-ce qui explique qu'il n'y a que nous qui sommes des victimes? C'est que très clairement, nous avons oublié quelque chose. Vous voyez, nous sommes dans la littérature. Nous sommes dans la littérature et quand vous donnez, vous reproduisez effectivement cette littérature, etc. Et donc, on a l'impression qu'on est intelligent, encore rien. Il faut arriver véritablement à avoir l'outil qu'ils ont utilisé. L'outil, c'est la science. Deuxièmement, l'outil, c'est l'indépendance économique. Et cette indépendance économique découle de la science. Une science qui produit des technologies, une science qui fouine nos richesses potentielles et une science qui transforme ces richesses pour augmenter ce que nous avons comme Malheureusement, besoin. quand on prend les scientifiques, on les met, comment on appelle, dans salon IP politique, c'est le contraste, c'est le contraire. Je m'excuse beaucoup. Les scientifiques, nous n'avons pas de scientifiques. Nous avons des commentateurs scientifiques. On commente ce que disent les autres. Mais nous ne sommes pas en train véritablement de fouiner les héritages traditionnels et de dire voilà la direction, voilà la boussole, voilà la torche qui éclaire l'avenir. Et ça, c'est un défi important. Et quelqu'un disait qu'il faut différencier être intelligent et avoir un diplôme. Il y a trop de diplômés, il y a trop d'instruits, comme disait Boileau, mais il y a moins d'intellectuels. Et pour être intellectuel dans un pays, pour être déclaré scientifique, il faut être en mesure de fouiner tout ce que vous avez comme héritage. Et prendre cet héritage, scientifiser, moderniser, théoriser. Or, lorsque vous regardez la plupart de nos propositions, etc., on voit, on allie, on rassemble, et puis on fait la compilation. Et nous avons besoin, effectivement... Si... Est-ce que les politiques lisent? Est-ce que les politiques écoutent même leurs conseils? Est-ce que c'est une préoccupation? C'est pas encore une préoccupation. C'est pas encore une... Écoutez, c'est un grand défi. Nous tous, nous sommes ici.
Personne. Nous devons travailler davantage. Freddy a arrêté de faire ce qu'il faisait. On aurait pu faire un effort pour produire notre propre modèle, Freddy. Et demander à tous ces pseudo-intellectuels, etc., de pouvoir nous donner la voie à suivre. Et ils ont la compétence. Le professeur Mopili, le professeur... Ça là. Voilà. On a besoin. Écoutez, c'est la jeunesse. La productivité, on en a besoin. Encore quelle productivité? Pour quel résultat? Ça, il faut que chacun s'interroge, se remette en question. On en a besoin. Aujourd'hui, l'école n'a pas servi à quelque chose. On a produit une masse de chômeurs de luxe qui, visiblement, se font appeler, je ne sais pas, n'importe quelle étiquette, etc. Et donc, on a besoin des hommes et des femmes qui nous disent que voilà, regardez aujourd'hui, mon ami Fabien, vous allez à Rutshuru. Pourquoi l'intensité de la guerre à Rutshuru? Pourquoi? Simplement parce qu'il y a l'énobium. L'énobium sert pour la stabilisation des fusées. Le coût d'acquisition d'un fusée, ça représente 10 milliards de dollars aux États-Unis. Si nous avions des hommes et des femmes qui réfléchissent pour nous dire comment nous pouvons avoir les technologies qui nous permettent de transformer l'énobium, à ce moment-là, on va aller petit à petit, cuivre, cobalt, lithium, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué. Même les agronomes sont incapables de donner une formule qui nous permette de pouvoir transformer nos boutures. J'ai vu au Nigeria, boutures de manioc, 35 kilos. À un moment donné, j'ai vu même au Rwanda, à Butare, pommes de terre, 50 kilos. Mais écoutez, toutes ces recherches doivent nous aider parce qu'un art, ça vous produit pratiquement autant de ça qu'on peut pouvoir diminuer les prix sur le marché. Nous devons quitter le stade des plaintes, nous devons agir. Agissons, parce que les autres, ils ont la même tête que la nôtre, et par moments avec un contenu moins riche que celui de nos têtes. Dernière prise de parole, c'est une contribution importante. Malheureusement, tout s'arrête au niveau des plateaux de télé, et puis après les slogans, et puis après il n'y a rien. Monsieur Apouyou, dernière prise de parole. Guerre dans la partie Est, une guerre d'agression. Élection à Kinshasa. On fait comme s'il n'y avait pas une guerre là-bas avec les patriotes et notre armée contre ces incirconcis. Qu'est-ce qu'on fait? À l'union dite sacrée, ce sont des guerres internes. Certains cherchent à s'offrir la tête des tels, ainsi ils se chamaillent. À Kinshasa, la mégalopole congolaise, c'est Ngobila et qui encore? Mpoyi, qui s'entre-déchirent. Quel spectacle! Est-ce que c'est pas cette sorte de auto-flagellation, est-ce que c'est pas dicté par, quelque part, pour nous faire oublier l'essentiel? Merci, monsieur Lumbala. D'emblée, Jean-Paul Sartre vous dit l'intellectuel, c'est le produit d'une société en crise. L'intellectuel, c'est le produit d'une société en crise. À chaque fois qu'une société est confrontée à des difficultés, la société produit nécessairement de gens qui arrivent à cogiter et à proposer le nouveau paradigme. Voyez-vous, ces gens ne sont pas forcément besoin de mettre des toges, c'est-à-dire être des professeurs d'université, mais ce sont des esprits fertiles. Encore que le système éducatif que nous avons, tel que hérité de la colonisation, fait l'objet d'un débat sur sa refondation, même pas sur sa restructuration. Là, c'est un autre débat. J'ai écouté M. Norbert Yamba parler des propositions. Le 26 septembre 2022, sur la salle Jacobi, lycée Kabamba, 2022, j'ai publié un livre dénommé « Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo ». La personne qui a parrainé cet ouvrage, c'est Mfumu Difima. C'est le président de l'autorité coutumière en République démocratique du Congo. C'est lui le parrain de cet ouvrage. S'il vous plaît, j'ai remis une copie à M. Lumbala qui est là. En fait, nous avons un problème. Je disais tantôt que les intellectuels ne sont forts que lorsque la direction politique a une vision claire pour développer le pays. C'est ça la difficulté que nous avons. Vous pouvez entonner de mélodies scientifiques comme vous voulez. Si la direction politique n'a pas une vision hégémonique, permettez-moi l'expression, parce que le Congo, dès par sa position, c'est une puissance hégémonique. Si les autorités politiques n'ont pas une vision hégémonique, vous pouvez entonner
toutes sortes de mélodies que vous voulez. Ne vous en faites pas, rien ne va se faire. Moi, personnellement, lorsque vous me posez la question de savoir ce qu'il faut faire concrètement, Monsieur Lumbala, les élections, c'est dans quelques jours. Entre-temps, à l'Est... Dans 50 jours. Hein. Entre-temps, à l'Est, n'est-ce pas? Nos compatriotes meurent, notre intégrité territoriale est mise en mal. Mais vous trouvez des gens qui ont leurs enfants en Europe, permettez-moi cette façon de parler, n'est-ce pas? Avoir cette liberté de jouer même avec certaines institutions stratégiques à la veille des élections, entre guillemets, mais en même temps, nous avons la guerre. Ça signifie simplement que nous n'avons pas de priorité. Moi, je vous ai toujours proposé, moi personnellement, si nous voulons réellement redéfinir le système dont M. Yamba est en train de parler, nous devons commencer à comprendre qu'on est redéfini un système que par la révolution. Vous ne pouvez pas espérer changer les systèmes que nous avons en dehors de la révolution. Monsieur Lumbala. Et donc, si nous voulons faire une révolution, nous devons comprendre que le Congo a besoin d'un nouveau système. Et cela ne passe que, dans le contexte actuel, par l'instauration de la dictature. On ne peut pas espérer, constitutionnel je précise, c'est-à-dire que le président de la République, comme garant du bon fonctionnement des institutions, comme commandant suprême des forces armées, parce que si la Constitution lui a donné toutes ses prérogatives, ce n'est pas en vain. Ça signifie à un moment donné, lorsque la nation est en danger, le président, comme le premier d'entre nous, il est dans l'obligation constitutionnelle, n'est-ce pas, de revoir les choses. Ce n'est pas concevable que nous continuions à parler des élections, que nous continuions à parler de motions, que nous continuions à parler de la destitution de certains hauts gradés de la République, n'est-ce pas? Oui. Alors que le Comme pays... au Sénat, là, il y a une aventure sérieux. là. C'est pas sérieux. Voyez-vous? À 50 jours des élections, c'est pas sérieux. Chercher à faire sauter quelqu'un. Le président de la République, le pays est dans une position très grave. Le président de la République, conformément à la Constitution, doit envisager une autre option. En tout cas, à mon avis, il faut recaler les élections avec tout ce qu'il y a comme problème, n'est-ce pas, et construire un nouveau système. Freddy Mulumba, ça ne sera pas facile. Beaucoup d'émissions d'observation ont déjà donné leur accord pour venir ici, recaler les élections, est-ce possible? Entre-temps, est-ce que ce n'est pas au président de recadrer? Le pays est en guerre. Recadrer ce poulain au sein de cette... l'opposition fait son boulot, mais au sein de cette union dite sacrée, où il y a une sorte de... je ne comprends plus rien là. Oui. Est-ce que le président a la maîtrise de ces hommes? Oui, je peux dire que le président n'est pas un magicien. Il ne peut pas être seul à prendre des décisions. Les meilleures décisions sont collectives. Mais je constate dans notre classe politique, dans notre élite, l'absence de volonté de puissance. On ne peut pas être responsable au Congo, gérer le Congo, sans volonté de puissance, parce que le Congo lui-même, c'est une puissance. Il faut avoir la volonté de puissance. Deuxième chose. La volonté, oui, M. Mulumba. L'administration, c'est une sorte de cocktail Molotov. L'administration elle-même, un souci. Allez chercher un petit papier, même à la commune, vous allez avoir un véritable souci. Oui, c'est parce que... L'école, qu'est-ce qu'elle transmet? Le contenu des cours. L'élite elle-même, à Longuinaye. Comment vous allez changer le système? Ok, j'ai parlé de la volonté de puissance. Premier élément. Deuxième élément, notre élite n'a pas des ambitions de grandeur. Il faut se reconnecter à l'histoire. Du temps du Zaïre, quand les Zaïrois passaient, on disait il y a un homme. Le président Mobutu, le maréchal, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes partis en Coupe du Monde, et puis il y a eu un grand combat ici, du siècle. Mohamed Ali contre Foreman. C'est parce qu'il y avait une volonté, il y avait de grandes ambitions. Aujourd'hui, notre classe politique se contente de biens matériels, avoir une voiture, une maison et voyager. Voilà les drames du Congo. Et pour terminer, le moment est arrivé qu'on change cette classe politique. Il y a élection présidentielle, élection législative et puis provinciale. Que le peuple puisse choisir les meilleurs. Tous les voleurs, tous les traîtres, tous les bandits doivent être sanctionnés. Le peuple a le pouvoir aujourd'hui de les faire. Mais aujourd'hui aussi, il faut que les élites qui comprennent les enjeux entrent en politique. Ce n'est pas normal. Vous laissez les pays chez les musiciens et les autres, et vous faites la politique. Donc, moi, j'ai dit, ces élections, c'est une
meilleure une occasion, opportunité. une opportunité de changer notre classe politique. Alors, ceux qui ont amassé de l'argent, qui auraient touché au trésor public, ils vont beaucoup offrir au peuple qui a affamé et qui va croire que l'élection, c'est aussi Balei Sabango. Alors, le danger, il est celui-là. Les multinationales et d'autres réseaux des Indo-Pakistanais, Libanais, autres, sont aussi en train de beaucoup financer certains de leurs lobbies pour aller au Parlement et faire voter des lois iniques et des lois immorales et plomber le pays. Alors, comment le peuple va découvrir tous ces gens, professeur Salah? Votre mot de la fin. Merci beaucoup, Fabien. Je l'ai toujours dit depuis 2021 que si on est un peuple, on ne pouvait pas aller aux élections. Je me demande, si nous sommes un peuple, quel message nous envoyons à nos frères qui ont fait plus de 500 jours entre les mains du complexe Rwando, Ougando, Burundais et puis Kenya? Quel message nous leur disons? Dit, ok, attendez-nous, faisons les élections et nous reviendrons. Si nous étions un peuple, toute affaire cessante. Quelle est la priorité? Donc pour nous, les élections deviennent une panacée. Appelez-nous en février ici, on verra si on va déjà vivre le paradis ici. Donc je suis très mal à l'aise de parler élection quand nos frères et sœurs vivent. Vous nous demandez donc d'entonner un chant ici, de danser, de fêter, tant que nos frères et sœurs sont dans l'oppression. Ça, c'est vraiment mon premier constat amer. Pour moi, les élections sont vraiment un non-événement. Voilà. C'est un non-événement. Deuxièmement, Fabien, nous devrions, à partir d'aujourd'hui, ne pas avoir les mêmes amis. Les pays de l'Afrique et de l'Est, pour la grande majorité, ne sont pas nos amis. C'est la porte de la guerre. Tout le monde. On ne peut pas continuer seulement à parler du Rwanda et puis laisser le Kenya. Ruto, qui est devenu président Kenya aujourd'hui, il nous a insultés avant qu'il ne soit président. Alors aujourd'hui, il devient saint, tout ça. Donc, première proposition, pas des élections. Deuxième proposition, choisir entre les amis et nos ennemis et redéfinir les nouveaux alliés. Merci beaucoup. Des nouveaux alliés, il ne faut pas oublier Moscou. Nous devons diversifier ses partenaires. Les menteurs nous ont trompés depuis des temps immémoriaux. Ils n'ont rien fait pour nous. Même Joseph Kabila avait compris pour se tourner du côté du Chinois. Alors, Mupili Carlos. Oui, j'ai 3 points comme recommandation. Première recommandation, c'est que on suspend le processus électoral. Non, on laisse le processus électoral évoluer, mais ça a été crispé et constipé comme ça y est dans le calendrier électoral. Mais qu'il y ait quand même une concertation nationale, parce que ces gens ici qui ont échoué sont fait mandat, ils n'ont encore rien à réclamer. Le Sénat, eux, l'Assemblée nationale, ces gens, le 2 mois, ils doivent partir. S'il vous plaît. Ils doivent partir sans les payer les émoluments. Et cet argent, on doit déverser ça à l'armée et aux patriotes Ouazalendo. Donc, c'est moi ici, ne payez pas Mbosso Bati et l'air de parlementaires. Leur argent, envoyez ça chez Ouazalendo, envoyez ça dans l'armée et dans la police. Le peuple d'abord veut dire les soldats d'abord, les policiers d'abord et les fonctionnaires d'abord. Deuxième chose. Ce n'est pas un discours populiste. C'est le peuple, je parle au nom du peuple, société civile. Deuxième point, c'est la méritocratie. La société africaine était caractérisée par la méritocratie. Personne ne pouvait être notable, siéger dans les conseils des sages sans avoir de l'expertise et la probité morale. Mais aujourd'hui, n'importe qui. L'Égypte pharaonique a donné la primature à Joseph, un étranger. Tout simplement parce que Pharaon a compris que c'est jeune et intelligent et il peut résoudre les problèmes. Donc le président de la République, en s'inspirant de valeurs pharaoniques, il pouvait désigner les gens avec valeur, pas déjà de l'union sacrée. Deuxième chose, la sanction accompagne la méritocratie. On ne donne la promotion dans l'armée que lorsqu'il y a des victoires, lorsqu'il y a les œuvres. C'est ça, c'est l'idéologie des Mousets. Dans l'armée, dans l'administration militaire, on prévoit
de rétrograder et aussi de dégrader les gens. Donc vous pouvez être un général, vous avez trahi le pays, on peut te dégrader au grade des soldats ou même des caporales. Ça, nous attendons des gestes comme ça. Et merci beaucoup. Aux gens qui travaillent bien, il faut leur donner des grades, il faut leur donner des affectations. Voilà, vous pour avez résoudre compris les problèmes. les réflexes d'un ancien Kadogo, vraiment, et Zoya. Norbert Yamba. Quand Votre on monte conclusion. sur une échelle, lorsqu'on n'y arrive pas, il faut changer d'échelle. Nous avons fonctionné avec une approche hérocentrique à rentabilité externe. Et si nous voulons véritablement avoir des résultats, il faut revenir à une approche afrocentrique à rentabilité interne. Cueillir nos richesses, les transformer, les commercialiser. Ça va générer des emplois, ça va générer des richesses possibles. Et ça va être affecté dans les différents L'Algérie secteurs. le fait déjà avec Oui. son gaz et son Deuxième pétrole. chose, Oui. je voulais rappeler qu'en 1960, le Congo était un pays à revenu intermédiaire, au même titre que la Corée du Sud, le Canada et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Canada, 8e puissance économique mondiale, la Corée du Sud, 10e puissance économique, l'Afrique du Sud parmi les émergents, le BRICS. Le Congo n'a que 64, heureusement que Tshisekedi est là, et on est arrivé à 64 milliards. Et 64 milliards, lorsqu'on a 110 millions d'habitants, quand vous faites le calcul, ça pose, ça risque d'avoir des problèmes sérieux. Je voudrais également rassurer que Moscou, Chine, Washington, aucun pays ne vient faire des amourettes ici, quelle que soit la tendance. Chacun a envie véritablement de relancer son économie, d'avancer comme il se doit. La preuve, la Chine était ici, pays du tiers-monde. Vous savez, la même méthode que l'Occident. Donc, nous devons être en mesure, nous, là, de changer notre propre paradigme et de mettre en route une grande capacité de revisitation de la religion importée, qui visiblement nous donne cette façon d'entendre la main du ciel tomber. Nous devons revisiter le système éducatif qui produit des chômeurs d'élite, qui a mis en place un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Voilà. Où les On a intellectuels fini. sont confondus à des instruits, Merci. où les instruits sont confondus à des diplômés. Merci. Il faut remettre en cause Merci le beaucoup. système éducatif. Merci. Je voudrais terminer pour dire que abandonnons la démocratie ici, s'il vous plaît. Abandonnons la démocratie, ça ne va pas nous donner des résultats. Et sincèrement, je le dis, les générations prochaines comprendront qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà réfléchi sur cette question. Vous êtes encore là. Vous Et parlez donc, trop de... remettez en question le système politique. Ce système politique à l'occidental. Ce système a donné des résultats à l'Occident. Nous ne pouvons pas dire que parce qu'en France, il y a 5 ans des mandats, en France, il y a parlement bicaméral. merci. Et nous aussi, Merci, nous, Norbert. arrêtez. La France a résolu le problème à proportion de 70%. Vous allez donner à quelqu'un 5 ans. Et après 5 ans, ce sont des états de liens, ils n'ont même pas commencé. Et au lieu de réfléchir, vous, professeurs, je vous invite, vous, la jeunesse, sortez du frigo. Sortez de cet enseignement de non-questionnement. Arrivez véritablement à regarder notre société et à réfléchir sur des choses qui sont adaptées et qui peuvent nous aider véritablement à avancer. Norbert Yamba, je vous remercie. Merci Freddy Moulumba, Pouyou Bongunda, Carlos Moupili et Claude Sala. Merci à José Bahati depuis Addis Abeba qui nous suit par satellite et qui a envoyé une longue contribution. Nous ne saurons pas la lire. Docteur Samuel Kafunda Douala également, qui a dit qu'il faut rappeler ce plateau. Vous, là, il faut encore vous appeler vendredi prochain. Il dit c'est un plateau formidable. Il dit il est assoiffé. Il a même coupé le travail pour vous suivre. Beaucoup. Docteur Patrick Bala également. Beaucoup de contributions. On ne saura pas les lire. À très bientôt. Au revoir.